Merci infiniment. Vous m'entendez bien? Oui, vous voyez bien la présentation? Merci. Alors, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mon sujet de prédilection, l'humour des femmes et en particulier en littérature québécoise. Donc, ma présentation aujourd'hui sera divisée en deux volets. Le premier est pour présenter un projet d'anthologie que je chapeaute présentement pour une publication d'anthologie qui fera le panorama de l'humour des femmes au Québec et dans les francophonies canadiennes de 1900 à 2020. Donc, en première partie de la présentation, je vais présenter ce projet, ses objectifs et quelques exemples pour pouvoir faire un parcours, toutes et tous ensemble, de l'humour des femmes francophones. Et en deuxième partie, je voulais donc vous donner un exemple plus précis d'humour littéraire québécois. Et le premier exemple qui venait en tête, qui est selon moi l'exemple clé, c'est celui de L'Eugélion de Louki Persianic, qui est, à ce que je comprends, assez peu connu à l'extérieur du Québec. Donc, il me paraissait essentiel de la présenter. Donc, en deuxième partie, je vais donner des exemples de son humour, aussi expliquer qui est L'Eugélion, ce personnage donc d'extraterrestre monumental. Alors, tout d'abord, notre panorama de l'humour des femmes au Québec. Le projet de l'anthologie naît en fait de plusieurs constats. D'abord, la persistance d'un manque de reconnaissance et même de connaissance de l'humour des femmes au Québec. On parle de textes qui sont relativement peu lus, assez peu étudiés, ou encore de textes qui sont étudiés, mais dont on souligne assez peu l'humour. Alors, je peux donner l'exemple de Marie-Claire Blais, qui est une autrice extrêmement connue. Ce qu'on connaît peut-être un peu moins bien, c'est le volet plus humoristique ou comique de son œuvre, particulièrement dans ses premières œuvres. En second lieu, la rareté des femmes dans les anthologies de l'humour en général, en français et en anglais, que ce soit en France ou dans les francophonies. Il existe quelques anthologies de l'humour des femmes en anglais. J'ai donné deux exemples américains ici. Depuis les années 80 et 90, donc on recueille l'humour des femmes, on le popularise, on l'étudie. C'est arrivé plus tardivement en français et au Québec. On l'étudie depuis les années 90. Mais on n'a pas encore anthologisé et rendu disponible une grande panoplie d'exemples d'humour des femmes. Il n'existe aucune anthologie de ce type au Québec ou au Canada français, très peu en français. Je donne deux exemples quand même des textes de Macha Merrill et Christian Moncelet qui citent quelques Québécoises notamment, mais qui regroupent vraiment plutôt des citations plutôt que des textes entiers. Alors que ce qu'on veut faire découvrir, ce sont vraiment des parties d'œuvres pour qu'on puisse voir se déployer l'humour et pas uniquement des mots d'esprit ou des traits d'esprit. Donc, les objectifs de notre projet sont bien sûr de valoriser la contribution des femmes en humour, de mettre en valeur la diversité de leur humour, la diversité des types d'humour, des genres littéraires, des sujets abordés et la diversité culturelle. Ensuite, de servir d'outil et de complément aux travaux de recherche sur l'humour des femmes. Et je pense entre autres aux travaux de la pionnière Lucie Joubert, qui a été donc ma superviseure de recherche postdoctorale, qui a publié un ouvrage théorique sur l'ironie au féminin et un sur l'humour au féminin en littérature québécoise. Mais ces recherches n'ont pas été accompagnées d'une anthologie et elle fait avec moi partie de ce projet pour rendre accessibles les textes qui sont étudiés dans ce type d'ouvrage. Le public visé, par contre, n'est pas uniquement universitaire. Donc, nous souhaitons rendre disponibles des textes pour le grand public, que ce soit des étudiantes et étudiants, des enseignantes, enseignants à tous les niveaux, des chercheurs, chercheuses aussi, et aussi des praticiens et praticiennes de l'humour. Et c'est un projet qui se fait aussi en collaboration avec des humoristes, dont des humoristes de la scène. Nous sommes plusieurs à y participer. Ça se fait en partenariat entre diverses institutions qui valorisent l'humour au Québec. Donc, le Québec a été la première nation à créer une école nationale de l'humour qui remet des diplômes en humour depuis 1988 et qui est dirigée par Louise Richer qui appuie notre projet et dont la directrice pédagogique, Christelle Paré, fait aussi partie de l'équipe de l'anthologie. Depuis 2011, on a aussi créé, en partenariat avec l'École nationale de l'humour, l'Observatoire de l'humour, qui est chapeauté par Lucie Joubert. Et enfin, l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour appuie aussi le projet. Ce qui est intéressant, que vous remarquerez peut-être sur la diapositive, c'est que tous ces postes de direction
de ces institutions pour l'humour au Québec sont accordées en ce moment et occupées par des femmes uniquement. Or, le problème pour nous, c'est que ça ne se reflète pas dans les connaissances qu'on a de l'humour au Québec où les hommes sont encore majoritairement les plus connus. Donc, dans le dernier top 25 des plus grands humoristes du Québec, on ne retrouve que 3 femmes, ce qui est vraiment déplorable, alors qu'on sait par nos recherches d'archives, entre autres, et nos recherches de chercheuses, que l'humour des femmes est extrêmement fourni et devrait être plus connu. Donc, on espère que ces femmes ne seront pas uniquement dans les coulisses de l'organisation, mais que leurs textes, leurs contributions pourront être mises de l'avant. Donc, pour l'instant, le titre de notre anthologie donc, est très simple, « L'humour des femmes au Québec et dans la francophonie canadienne ». Notre but est de couvrir toute la période de 1900 jusqu'à 2020, d'abord en faisant une introduction générale, théorique et historique pour présenter le contexte, et ensuite des entrées individuelles dédiées à des autrices ou des humoristes, qui présenteront donc des extraits substantiels d'un monologue de scène, par exemple, d'une nouvelle, un extrait de roman, et des ressources, des mots-clés et une courte introduction pour bien présenter l'extrait. Donc, je veux d'abord faire un petit panorama de notre table des matières provisoires. On est encore en chantier, on continue à faire de la recherche pour dénicher des textes de toutes les époques, mais on a aussi commencé la rédaction et commencé à recueillir plusieurs de ces textes. Donc, je veux présenter un panorama pour aussi dégager certaines tendances et voir, entre autres, dans quel genre littéraire en particulier on a retrouvé de l'humour selon les décennies. Donc, c'est bien sûr provisoire, mais ça peut donner une assez bonne idée de ce qu'on retrouve et aussi du fait qu'on entend vraiment l'humour au sens large. Donc, on a retrouvé de l'humour de tout type, dans tous les genres, à travers les époques. Donc, dans les premières décennies du 20e siècle, on retrouve l'humour en particulier dans le travail des chroniqueuses. Et je donne quelques exemples ici. Alors qu'à partir des années 30, on a 2 exemples d'importantes chansonnières qui font, entre autres, dans la chanson comique, Mary Travers, qui est aussi connue sous le nom de La Bolduc, et Rose Ouellette, aussi connue sous le nom de La Poune, très connue pour ses chansons comiques. La fin des années 40 et les années 50, on retrouve seulement quelques titres. Il y a vraiment un creux par rapport à l'humour des femmes. Si vous avez des conseils, si vous dénichez quoi que ce soit dans les années 50, je serais vraiment intéressée à les entendre. Alors qu'à partir des années 60, c'est l'inverse. Il y a vraiment un boom, particulièrement dans la narration, romans et nouvelles, et particulièrement du côté de l'ironie des femmes, qui va venir critiquer donc les institutions, la religion, l'éducation, les institutions patriarcales. Et donc, on le retrouve chez de nombreuses écrivaines comme Choquette, Martin, Ferron ou Blais, et aussi sur scène avec des comédiennes et des monologuistes comme Clémence Desrochers, une des premières monologuistes très importantes au Québec. Dans les années 70, le roman et la nouvelle sont encore toujours très importants, mais on voit aussi l'émergence du théâtre et particulièrement l'émergence du théâtre féministe et collectif. Ainsi que des monologues, et on retrouve bien évidemment Antonine Maillet, qu'on a entendu tout à l'heure, ou des collectifs comme le Théâtre des cuisines, qui écrivent entre autres l'œuvre « Maman, elle travaille pas, a trop d'ouvrages », qui veut dire maman ne peut pas avoir un travail à l'extérieur de la maison, le travail à la maison est déjà trop prenant. Et c'est une critique féministe collective de la situation des femmes dans les années 70 au Québec. Et c'est aussi dans les années 70 que paraît Le Guélion, comme j'ai indiqué ici, j'en parle tout à l'heure. Dans les années 80, il y a une explosion d'humour sous toutes ses formes, dans tous les genres. On le retrouve sur scène, dans le roman, dans les chroniques, au théâtre, sous diverses formes, par une panoplie de femmes. Alors que dans les années 90, on voit un retour en force du littéraire et de l'humour, entre autres dans la bande dessinée qui se développe, et dans les autres genres littéraires comme le roman, la nouvelle, la chronique et aussi en poésie. À partir des années 2000, on le voit aussi particulièrement dans la littérature jeunesse, avec certains best-sellers comme les journaux d'Aurélie Laflamme, très connus parmi les jeunes, écrits par India Desjardins, ou la naissance des blogs, donc des chroniques en ligne,
Par exemple, les chroniques d'une mère indigne qui a connu une immense popularité, d'abord parue sur Internet, ensuite en recueil, ensuite en web-série, maintenant en format BD et qui continue à être déclinée par son autrice Caroline Allard. Et dans les années 2010, et c'est peut-être ce qui est le plus connu quand on parle d'humour des femmes au Québec, l'humour des femmes se développe particulièrement sur scène et se poursuit aussi en littérature et dans l'émergence de nouvelles plateformes, donc encore plus de blogs, en balado-diffusion et en humour numérique de toutes sortes. Et je vous ai donné quelques noms ici pour compléter le panorama. Je voulais aussi faire une mention de l'équipe qui travaille sur l'anthologie depuis près d'1 an, donc principalement des jeunes chercheuses, aussi un gérant de spectacle, la directrice pédagogique de l'École nationale de l'humour, la directrice de l'Observatoire de l'humour, donc qui contribuent à faire des recherches d'archives, à choisir les textes, à écrire les présentations, à monter les demandes de financement. Donc, c'est un projet sur lequel travaillent une bonne dizaine de personnes. Et notre publication est prévue, on l'espère, pour la fin de l'année prochaine chez l'Évêque Éditeur. Donc, un éditeur qui vient de créer la collection Humour, la toute première collection au Québec qui traitera spécifiquement d'humour. Et notre livre s'inscrira dans la lignée des cahiers de l'Observatoire de l'humour qui ont déjà publié 2 tomes sur 2 groupes humoristiques importants au Québec, Les Cyniques et Rock et Belles Oreilles. Et ce sera le premier donc à être dédié entièrement à l'humour au féminin. Donc voilà pour le panorama. Je voulais donc me tourner du côté de ce premier texte qui nous est venu en tête lorsqu'on a décidé de faire l'anthologie, et c'est Le Guélion. J'ai apporté ici la réédition, le format poche de cette Bible du féminisme au Québec. Et donc, je vais vous en dire quelques mots, mais d'abord, quelques mots sur l'autrice, Loukie Bersianic, de son premier nom, Lucille Durand, qui est une figure incontournable du féminisme québécois. On la retrouve ici au milieu, en rose, en train de rire. Donc, j'adore cette photo. On la voit en train de rire avec, à gauche, Nicole Brossard et à droite, Gail Scott. C'est tiré d'un documentaire que je crois vous pouvez trouver toujours sur le site de l'Office national du film, qu'on mentionnait tout à l'heure. Documentaire qui s'intitule « Les terribles vivantes » et qui est magnifique pour découvrir l'œuvre, entre autres, de Loukie Bersianic. Donc, elle écrit d'abord sous son nom de Lucille Durand pour la radio et pour la jeunesse. Et elle écrit ensuite à partir de Le Guélion sous le pseudonyme de Loukie Bersianic. Loukie qui était un surnom qu'on lui donnait, Bersianic qui est créé pour l'occasion, pour la publication du roman. J'ai aussi indiqué quelques autres œuvres marquantes, dont Le Pique-nique sur l'Acropole, qui est, vous l'aurez peut-être deviné, une parodie du Banquet de Platon. Maternative en poésie, et La main tranchante du symbole qui regroupe des essais. Donc, un petit aperçu de son œuvre. Le Guélion, qui est publié en 1976, est sous-titré Roman triptyque et donc la première œuvre qu'elle signe du nom de Loukie Bersianic. Comme je l'ai dit, elle est monumentale en termes de volume. Il s'agit de 700 pages en format poche. Elle est monumentale en termes d'ambition. Elle veut repenser, déconstruire, critiquer l'ensemble de la culture patriarcale et son empreinte dans le langage. Elle veut inventer un nouveau langage. Elle utilise l'humour, la science-fiction pour le faire. C'est considéré à la fois comme une genre de Bible du féminisme. Et je parlais à une des autrices qui est ici. J'espère qu'elle va me permettre de raconter une anecdote qui dit que sa mère conserve depuis des décennies une copie de Le Guélion sur sa table de chevet et en lit quelques pages à tous les soirs. Si ce n'est pas un ouvrage biblique, ça, je me demande ce que c'est. En même temps, c'est une anti-Bible, parce qu'elle ne veut pas, elle se défend de faire une Bible, puisqu'elle veut critiquer le type d'ouvrage qui devient justement, qui peut devenir au fondement d'une culture trop stricte. Par contre, sa forme imite littéralement la forme de la Bible. Elle est divisée, subdivisée en 3 volets principaux qui imitent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le livre de l'Apocalypse, et elle est subdivisée en versets.
Elle est aussi incontournable puisqu'elle est vue comme un moment fondateur de la littérature féministe au Québec. Et lorsqu'on a ouvert une librairie féministe à Montréal, les créatrices de la librairie ont donné le nom Le Guélion à la librairie. Donc, ce que vous voyez, c'est une photo de la librairie qui existe à Montréal depuis un peu moins d'une dizaine d'années, seule librairie féministe dans la province. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être, donc j'ai dit que c'était une extraterrestre, mais qui exactement est le Guélion? Donc, je vous ai mis une image de la couverture d'une première édition. Son nom est en fait une féminisation du terme grec « euagélion » qui signifie « évangile », donc « bonne nouvelle ». Par contre, pour Bersianic, déjà, on note l'humour dans le titre, c'est ironique de parler de la bonne nouvelle dans son cas. Elle est une anti-messie parce que son message, c'est qu'il faut en finir avec ce monde, le détruire pour pouvoir le reconstruire, pour y laisser une vraie place aux femmes. Donc, c'est une extraterrestre, elle arrive d'une autre planète, elle vient chercher ce qu'elle appelle sa planète positive, elle parcourt la Terre à la recherche d'un mâle de son espèce qui pourrait la compléter et elle ne le trouve pas, vous en douterez. Et tout ce parcours se fait avec une panoplie d'outils humoristiques, ironie, satire, parodie et humour. Donc l'ironie qui est vraiment ici un outil rhétorique qui est utilisé dans la satire et dans la parodie, et l'humour, j'en parlerai à la toute fin, qui est plutôt propre à la vision du personnage et à la vision du monde. Mais je vais donner surtout quelques exemples de satire et de parodie. Donc satire qui cible plutôt des travers sociaux pour les critiquer, et la parodie qui cible plus spécifiquement des textes, dans certains cas des œuvres entières, la Bible bien sûr, des textes législatifs, et aussi dans certains épisodes en particulier, le discours psychanalytique ou des œuvres littéraires précises qu'elle utilise pour les parodies. Un petit exemple de satire, ça va vous donner une bonne idée. Le Guélion décrit ce qui se passe sur sa planète au moment de la naissance d'un enfant. C'est la cérémonie du Golem Gong. Cette cérémonie divise en deux catégories les êtres en leur insérant des plaques de métal gravées à l'intérieur du front pour qu'on ne puisse pas se tromper sur leur catégorie. Les législateurs reçoivent la plaque suivante, « Duralex sed lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Alors que les pédaleuses, femelles, reçoivent l'inscription suivante, « Nigra sum sed formosa », je suis noire, mais je suis belle. Il y a des variantes à cette présentation, des variantes régionales notamment, et donc le Guélion nous raconte qu'on peut aussi retrouver la version suivante du côté des législateurs, « Toi, tais-toi, c'est moi qui mène ici de tabarnak », c'est-à-dire « Toi, tais-toi, c'est moi qui mène ici », ou des variantes associées au métier comme charbonnier et maître chez soi. Et du côté des femmes, mes préférées probablement, « Pense avec tes fesses », Sois belle et tais-toi ou pense avec tes pieds. On voit bien ici qu'au-delà de l'humour de la première division qu'il y avait sur la première diapositive, ce qui est intéressant dans l'humour de Bersianic, c'est qu'elle renchérit, s'emporte, fait proliférer le langage de façon presque carnavalesque, ne va pas s'arrêter à une première touche d'humour, mais va vraiment nous faire comprendre et nous faire rire et en mettre plus et utiliser des variantes de langage justement, et c'est ce qui fait entre autres la richesse de son humour. Autre exemple, du côté de la parodie, donc la parodie du discours psychanalytique qui fait l'objet de la deuxième partie. Donc d'abord, Bersianic crée deux personnages caricaturaux et je vous laisse deviner à qui elle fait référence, les personnages de Saint Siegfried et de Saint Jacques Lincan. Petit extrait du discours de Lincan, ce qui tendrait à prouver qu'à force de tourner en rond, on réalise l'admirable mouvement triangulaire du cercle viril ou l'inverse eu égard à la dialectique basale de toute contradiction inhérente à la condition spatio-temporo-humano-masculinoïde. La réaction de Le Guélion et ses amis qui assistent à ce discours est de le trouver sérieux comme un pape et de se mettre à rire d'une envie formidable, non de phallus, mais de fou rire. Et je vous invite à regarder la graphie utilisée pour rendre ce rire collectif des femmes devant le discours de Lincan et de Siegfried.
À ce discours de saint Siegfried assiste aussi une petite fille qui sera nommée Zazie hors du métro et qui interrompt saint Siegfried pour lui dire à répétition « Envie du pénis, mon cul ». Ce à quoi saint Siegfried lui demande si elle n'a pas quand même un petit peu au fond d'elle une certaine envie de ce pénis, et Zazie répond en toute honnêteté « Mais oui, bien sûr, mais c'est seulement quand ma mère me demande de faire la vaisselle et qu'elle ne le demande pas à mon frère. » On retrouve aussi dans un assez long épisode le personnage d'Alice au pays revenu des merveilles qui nous raconte plusieurs aventures, dont celle de 3 sœurs qui vivent au fond d'un puits et qui reprend là ici le discours du Loir de Lewis Carroll pour le transformer en parabole qui montre la situation paradoxale de la femme artiste. Donc, pour résumer, 3 sœurs au fond d'un puits souffrent de malnutrition, de diabète, de claustrophobie, et pourtant, elles essaient de se dépasser en se mettant à dessiner tous les jours. Ce sont bien sûr des pédaleuses qui pensent avec leurs fesses, comme on leur dit de le faire, alors que les législateurs qui suivent la loi, qui sont à l'extérieur, vont venir chaque matin voir leurs œuvres pour en faire un commentaire critique. Merci beaucoup, elles avaient besoin d'entendre ça. Et qui vont dire « Elles n'ont vraiment aucun talent, regardez-les, ne sont-elles pas ridicules? Elles veulent nous imiter et faire des chefs-d'œuvre, et tout ce qu'elles trouvent à faire, c'est de dessiner de la mélasse. Et qu'est-ce que la mélasse? Cela n'a aucune forme ni aucun sens. Nous n'avons jamais rien vu d'aussi grotesque. Elles auront beau faire, elles n'arriveront jamais à faire des chefs-d'œuvre, jamais elles n'arriveront à nous égaler. » Donc, ces sœurs qui vivent dans la mélasse et peignent de la mélasse deviennent un peu l'image de la femme artiste dans les années 70 pour Bersianic. Je veux terminer en me tournant moins du côté de la satire et de la parodie, qui est là dans pratiquement toute l'œuvre, mais du côté de l'humour, dans un sens assez particulier, ce que j'appelle le sens de l'humour hegélionien. D'abord, l'Hegelion s'inscrit contre une lecture du monde qui serait tragique. Comme Bersianic le dit dans son autre œuvre, que j'ai mentionnée tout à l'heure, Le pique-nique sur l'Acropole, je vous lis l'extrait. « Désir sidéré, devenu indésirable, délire délié du lyre tragique, déjoué de sa face ludique moquée, le plaisir sans ressent. » Ou en d'autres mots, il ne faut pas oublier sa face ludique, la face ludique du monde, et écrire une œuvre, c'est montrer les deux faces, la face tragique et la face ludique. Le sens de l'humour hegélionien s'inscrit donc contre le tragique et contre un autre sens de l'humour, le sens de l'humour patriarcal. Dans un épisode, on décrit qu'un petit chroniqueur humoristique déversait chaque semaine sa bile contre les femmes dans le supplément du samedi d'un grand quotidien. N'ayant pu supporter une manifestation d'humour dans l'autre sens, il affirmait aux yeux de tous que son sens de l'humour à lui, dans sa voix unique, n'était que de la haine déguisée. Donc, si un sens de l'humour nous empêche de voir le sens de l'humour de l'autre, ce n'est pas un humour complet, ce n'est pas réellement de l'humour, et c'est ce que Bersianic veut nous faire voir. Elle veut aussi nous faire voir qu'il y a de l'humour à faire avec le patriarcat, puisque le patriarcat n'est qu'une grande plaisanterie érigée sur le dos des femmes, et qu'on doit la lire comme telle pour pouvoir la critiquer. Donc, l'homme est un terme générique qui embrasse la femme, disaient les philosophes en plaisantant, et vraiment, c'était une plaisanterie. Il faut la lire de cette façon-là. Ce qui inclut donc le sens de l'humour du patriarcat, qui semble avoir été le gros canon masculin destiné à tenir en respect les femmes de votre espèce. À cet humour, l'Hegelian oppose une vision toujours double. Donc, contrairement à la vision tragique ou à la vision unilatéralement humoristique d'un certain côté des hommes, elle voit toujours de deux façons. D'abord, parce qu'on le dit dès le départ et on le rappelle à de nombreux moments, elle a 2 yeux magnétiques, dont l'un est triste et l'autre est gai. Et elle voit tout de multiples façons en tout temps. Son corps lui-même représente la totalité des femmes. On dit qu'elle est à la fois la Sagouine, qu'on a vu tout à l'heure, la Corriveau, Pauline Archange, personnage de Blais, Bérénice, personnage de Ducharme, elle est tout le monde.
Et cette totalité s'exprime dans son rire, qui est aussi un rire total. Et donc, on dit vers la fin, « Et sa voix se répand comme une cascade de rire qui s'amplifie et emplit les profondeurs de la molle d'eau d'une rumeur d'oxygène libérée. » C'est donc une extraterrestre monumentale, rieuse, moqueuse, qui se déplace et qui crée le monde en se déplaçant. Elle a une marche monumentale qu'on décrit comme suit. Elle marche d'un pas régulier, ample, élastique, ouvrant les estuaires, élargissant les côtes. Son pas prenait l'essence à la hanche et non au genou. L'amplitude s'accordait avec la longueur exacte des jambes, comme au compas. La marche et le rire de Le Guillaume, pour moi, créent réellement, le temps de ce livre, un espace utopique, un espace pour que perdure le rire des femmes, car comme elle dit aussi dans Le Guillaume, car qui a ri, rira, et rira bien, qui enfin a ri la dernière. Je vous laisse là-dessus. Merci.